Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti il y a une dizaine de jours. J'étais en vacances dans le sud, j'avais plutôt opté pour Y a-t-il un flic pour sauver le monde, mais en même temps sortait Nobody 2 et je voulais quand même découvrir cette suite, donc que j'ai rattrapé un petit peu en décalé. Vous le savez, le personnage principal c'est Bob Odenkirk, très loin de son personnage de Saul Goodman dans Breaking Bad et Better Call Saul. On change de réalisateur, celui-ci n'est plus russe mais indonésien, Timo Tjahjanto, dont je n'ai pas vu les œuvres précédentes. Alors, je ne dirai rien sur son travail purement artistique, au-delà donc de ce qui va être ici mentionné, c'est-à-dire un film qui est une suite sortie 4 ans après un premier volet qui avait surpris les gens et qui avait été coproduit par David Leitch, celui qui a, on va dire, chapeauté John Wick. Et le scénariste, l'un des deux scénaristes ici, c'est Derek Kolstad, qui a aussi écrit les John Wick. Ce dernier ayant d'ailleurs avoué en interview que c'était dans le même univers. Alors attendez qu'il y ait un crossover dans quelques années, pour l'instant, non. On reste à part, hein. On va continuer à suivre les aventures de ce Hutch Mansell, qui est un ancien assassin qui doit reprendre du service. Après le premier film, c'était par défaut. Là, c'est plus ou moins pour payer des dettes. Donc Bob Odenkirk l'interprète dans le rôle principal. Son épouse est toujours jouée par Connie Nielsen. Les enfants, c'est les mêmes aussi. Et Christopher Lloyd, nom de Zeus, hein, interprète le père. Bon, on sent qu'il est là un petit peu parce que c'est la suite, peu moins piquée que dans le précédent film. Il y a aussi RZA, alors je crois qu'on prononce Reza, hein, son nom, enfin son surnom de rappeur, qui reprend le rôle du frère adoptif en mode spirituel samouraï, ce qui colle bien au monsieur derrière le personnage. Et puis en plus il avait joué dans Ghost Dog à l'époque. Les antagonistes, oh là là, alors là c'est très intéressant, sont joués par la principale Sharon Stone, que j'avais jamais vu jouer ainsi, je crois. Bon, elle se fait plaisir au moins. Il y a aussi John Ortiz, Colin Hanks, qui joue un shérif, oui, le fils de Tom Hanks, qui est déjà assez âgé, hein, il l'a eu assez jeune, je pense. Voilà, Colin Salmon aussi revient dans le rôle du barbier de Barber, qui est un petit peu l'ancien chef, si vous voulez, lié au gouvernement de notre personnage principal et qui doit gérer un petit peu les choses là. Bon, donc on reprend les mêmes et on recommence d'une certaine manière. Oui, mais pas tout à fait. Bon, le film commence comme le premier avait débuté, avec cette scène où on voit donc notre cher Hutch qui est en détention, questionné par des agents du gouvernement. Alors, il a plus de chat à côté, il a un chien, d'accord, et on va revivre donc ce qu'il a vécu. Sorte de flashback par rapport à cette scène d'introduction et donc pourquoi il se retrouve là. Et ensuite, le film s'ouvre sur la routine jour après jour. Là, c'est pas une question de poubelle à sortir et avec un mauvais timing, c'est juste qu'il se réveille. Il a l'air fatigué parce que il bosse beaucoup. Il bosse pour rembourser les dettes du premier film, donc il doit tuer. Bon bref, vous l'avez compris. Il doit régler les comptes pour régler sa dette. Et à un moment, il a besoin de vacances. Et sa femme le lui dit. D'ailleurs, sa femme veut lui parler. On sent qu'elle en a marre, elle en a ras-le-bol. La communication avec les gosses, c'est pas facile, il rate les matchs de son fils, tout ça, tout ça. Bon, c'est très traditionnel, hein. Et donc, notre cher Hutch a une idée, c'est-à-dire embarquer la famille là où il a vécu les meilleures vacances de sa jeunesse, à savoir à Plumville, qui est une sorte de parc d'attractions touristiques et tout, qui visiblement n'a pas trop changé. Super, sympa. Sauf qu'arrivé sur place, déjà, il va devoir faire face à des gens pas très sympathiques localement, surtout le fils qui se prend la tête avec le fils du responsable de ce parc d'attractions, hein, je simplifie, hein, c'est pas ça exactement, c'est pas grave, de toute façon le scénario, hein, bof, hein, c'est pas le plus important ici. Et on va se rendre compte que cet endroit est en fait une sorte de repère de contrebandiers mené par la méchante Landina jouée par Sharon Stone, tout ça, tout ça. Et donc, malgré lui, Hutch, qui s'attire les ennuis avec lui tout le temps, et c'est ce que lui dit son on va dire chapeauteur, là, le barbier, là où il va, les ennuis suivent. Hein. Grosso modo, c'est ça. Et il va devoir régler des problèmes sur place et se battre. Se battre, se battre, se battre. Avec la famille autour, attention, est-ce qu'elle va s'impliquer plus que prévu ouais, bon. En tout cas, il se bat. On reprend des scènes du premier film. Hein. Il y en a une, c'était dans un bus dans le premier, là c'est sur un bateau, c'est grosso modo la même chose, et puis après ça monte crescendo avec ses chorégraphies assez habituelles. Peut-être moins mises en avant que dans le premier film, peut-être qu'ici il y a plus d'atmosphère, réalisateur oblige. Je crois savoir que ce metteur en scène indonésien avait beaucoup mis d'ambiance dans ses films précédents, alors que le réalisateur russe précédent, c'était plutôt hardcore Henry. Hein.
je crois, hein, qu'il avait fait. Donc bon, on s'adapte un peu, et évidemment on est dans la redite de la redite, puisque le film s'implique lui-même dans une idée de redite, avec toujours ce Impossible Dream qui est lancé évidemment en mode crooner, cette quête impossible d'un rêve de tranquillité pour un personnage qui est toujours ramené à sa condition initiale, même s'il voulait en sortir. Et en fait, cette suite est une fausse bonne idée. Le premier, je l'avais apprécié, hein, je l'avais vu au cinéma en mode, il est vrai, très divertissement, je l'assume, hein, j'avais pris un petit pied devant, tranquille. Par contre, je l'ai revu il y a quelques semaines et c'était pas la douche froide, parce qu'il y a toujours des trucs sympathiques, mais au revisionnage, ça passe beaucoup moins, parce que c'est un délire moment ponctuel, quoi. Et une suite, c'est pareil. J'ai eu l'impression de revoir le premier film une troisième fois, si vous voyez ce que je veux dire, avec un contexte différent, un peu plus estival, donc ça sort l'été, c'est sympa. Les vacances de rêve, ouais, mon œil. Mais puis, ça a l'air un peu plus fatigué aussi dans l'intention. Alors, il faut se rappeler que Bob Odenkirk a eu des soucis physiques, cardiaques, hein, je crois. Alors, je sais pas si c'est sur le tournage du 2 ou avant, mais peut-être que ça se sent, et c'est pour ça qu'il y a moins de scènes, on va dire, très impliquées physiquement. Il y en a, hein, mais on sent qu'il y a des retouches numériques un peu plus que dans le premier film. Je pense que c'est un petit peu en lien. Alors, je ne dis pas ça avec une certaine certitude, mais bon, notre cher acteur principal commence à prendre de l'âge et il a eu ce problème de santé. Donc ça, il faut le respecter. Mais du coup, mettre en place une suite, oui. Pourquoi? Parce que le premier avait marché? Bah ouais, ok, d'accord. Donc du coup, c'est le même process. Et derrière, c'est plus décomplexé dans les personnages rivaux, quoi. Et c'est pas passionnant. Quand bien même Sharon Stone, c'est amusant de la voir comme ça, oui, d'accord, elle vient de prendre le chèque en faisant n'importe quoi. Ça colle bien, hein, si vous voulez, avec l'idée. Par exemple, Christopher Lloyd, tu vois qu'il est là parce qu'il doit être là. Et il est venu traîner sa carcasse, quoi. Bon, il commence à être très âgé aussi. On est toujours content de le revoir, mais je pense pas qu'il était très passionné ici par ce nouvel opus, là où dans le premier, on sent qu'il prenait un certain plaisir. Mais voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus. Donc sur l'ensemble, on sent le projet, le produit marketing, quand bien même, évidemment, il y a des tentatives. Cinématographiquement, c'est pas si inintéressant que cela, par exemple. Je retiens deux, trois scènes, notamment une où il y a le fils du chef de parc là qui est kidnappé, donc il est dans une sorte de vanne et on voit de son point de vue, en quasi faux hors-champ, un combat qui est en train de commencer. C'est là d'ailleurs où on voit que certaines scènes du coup d'action sont tournées un peu autrement, peut-être pour cacher la misère ou parce que il fallait pas trop mettre notre acteur principal face à trop d'adrénaline. Je ne sais pas, hein. Mais c'est au moins une idée qui est intéressante. En voilà une. Vers la fin aussi, quand ça explose, où le feu se fait dans le grand showdown du parc d'attractions, avec le morceau Ring of Fire en mode plus rock, voire hard rock, voire presque métal derrière. Ça, c'est passionnant, c'est bien. Et ça dit quelque chose aussi sur comment ça doit se terminer. Mais après, c'est plus pour la gloriole, quoi. Après, vous allez dire, oui, on va pas chercher la profondeur et tout. Quand bien même, hein, l'évolution du personnage de Manson, à un moment, il faut quand même se dire où il va. Et il y a quelques plans sur le visage de Bob Odenkirk qui en disent long. C'est-à-dire, on sent qu'il en a marre, le personnage. Mais est-ce que l'acteur n'en a pas marre aussi? Il a juste rempilé parce que bah, c'est lucratif. Ça lui permet quand même de gagner quelques millions. Mais y a-t-il vraiment la passion derrière et le côté spontané qu'on avait dans le premier film? Bah, je dirais que non. Et j'espère que ça va s'arrêter là, en fait. Parce que je veux bien hein, que le premier ait fonctionné, tout ça. Le 2 a des retours beaucoup moins positifs, déjà. Et je pense que ça s'épuise d'office. Vous allez me dire, bah John Wick, ils ont poussé. Ouais, mais John Wick a quand même un univers un peu plus profond autour, même si justement des fois on n'en fait pas suffisamment dans la profondeur. Mais il y a quand même tout un truc, un lore. Ici, c'est beaucoup plus restrictif. Et je pense qu'il faut savoir stopper ici net, parce que le 2 est quand même pas vraiment une réussite. On va dire que c'est moyen, quoi. C'est pas mauvais, hein. C'est moyen. Alors, au-delà, après, de l'intégrer peut-être dans une sorte de spin-off ou dans un John Wick, j'allais dire 6, mais déjà le 5, bon, oui, enfin, il y a eu Ballerina en spin-off aussi, ça suffit. À un moment, c'est bien, hein, ça a révolutionné le cinéma d'action hollywoodien moderne actuel, peut-être. Enfin, révolutionné, c'est un grand mot, mais ça a injecté quelque chose un peu de neuf. Mais là, ça commence déjà à tourner en rond. Et même John Wick 4, hein, quand on y pense, qui offrait une fin spectaculaire à son personnage,
et qui va être remise en question très bientôt, j'imagine, si le 5 vraiment a lieu. Bon, bah pour Nobody, peut-être il vaudrait mieux s'arrêter là avant qu'on en fasse trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Et par contre, évitez Plummerville pour destination estivale. Alors peut-être là hors saison, parce que c'est bientôt la fin du mois d'août quand même. Non, 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 faites gaffe, restez tranquille, trouvez des endroits beaucoup plus posés. Vraiment. Mais voilà, à vous la parole maintenant en commentaire. Je pensais pas faire plus de 10 minutes sur ce film, mais c'est fait. Et après tout, il existe, il est en salle, peut-être encore. Donc voilà, pourquoi pas si vous voulez vous faire plaisir. Mais bon, c'est quand même assez limité. Allez, ça c'est mon avis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.